Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, Olympiennes et Olympiens. J'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes le 1er mars, ça y est, on passe au mois de mars et je souhaite un bon anniversaire à tous ceux qui sont nés le 1er mars. Je vais mettre les lunettes, parce que je commence à avoir mal aux yeux, et on y va, let's go. Et oui, papy et Seb est là. Alors, les amis, aujourd'hui, le sujet principal de la vidéo, ça va être quoi? Ça va être Quentin Merlin, comme vous l'avez vu sur la miniature. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il nous a délivré du côté de la Provence. Un bel entretien qui est très très long. Il parle de ses débuts à l'OM, il parle de ses ambitions, il parle de la ferveur du public marseillais, il parle de ses difficultés au début et de maintenant qui commence à peut-être un petit peu s'acclimater un petit peu plus. Voilà, donc il parle de beaucoup de choses, d'anecdotes, de choses et d'autres. Ça va être assez long, donc la lecture. Je vais donner mon avis sur tous les petits sujets et vous allez me répondre comme d'habitude dans les commentaires et on va débattre ensemble. Voilà, je débattrai avec vous, je en différerai certes, mais je vous répondrai tous comme d'habitude. Alors les amis, j'espère que le contenu vous plaît et n'hésitez pas, le petit like, le petit abonnement. Et dites-moi là, faites-moi un retour son si ça vous plaît, le petit fond musical comme ça. J'ai remis l'ancienne musique, voilà, donc je l'ai mis en boucle comme ça, légèrement en fond sonore. Allez, on y va, let's go. Sur quoi les amis? Sur l'introduction. Allez, on va sur quoi? Nous sommes donc le 1er mars et nous commençons par un joyeux anniversaire à Jordan Verretou. Donc bon anniversaire encore à tous ceux qui sont nés le 1er mars, qu'il fête les 31 ans, Jordan Verretou, aujourd'hui. Et je lui dis directement derrière, fais-nous un gros match pour demain. Et oui, demain, il y a le match. Nous sommes à J-1 du Clermont Foot 63 contre l'Olympique de Marseille. Ça se déroulera du côté de Canal+, samedi, donc demain à 20h, 21h plutôt. Voilà, donc joyeux anniversaire, donnez un joyeux anniversaire dans les commentaires. On enchaîne directement avec quoi? Avec l'éphéméride du jour, directement les amis. Et ça commence par quoi? Jordan Verretou, bien sûr, né en 1993, le 1er mars. Gennaro Brasiliano, ancien gardien de l'OM, né en 1980, pardon. Il a un an de plus que moi donc. Il a joué à l'OM entre 2011 et 2014. Et Djimi Traoré qui était... Allez, donnez-moi le poste de Djimi Traoré qui était un ancien joueur de Liverpool. Et il est né en 1980 aussi. Donc il a joué entre 2011 et 2012. Donnez-moi le poste exact de Djimi Traoré. Allez, on enchaîne avec quoi les amis? Avec de la force que vous m'avez donnée hier et aujourd'hui peut-être. Je n'ai pas regardé vraiment le compteur. Je viens de le mettre maintenant en route. Merci, on a dépassé notre record qui était à 28. Maintenant nous sommes à 32. Pourquoi pas atteindre 50? Allez, on se donne l'objectif d'atteindre 50. Pourquoi pas avant demain soir? Voilà, avant le live de demain soir. Allez les amis, on va sur quoi? On va directement sur le sujet principal de la vidéo. C'est quoi? Comme je vous l'ai dit, c'est Quentin Merlinos. Allez, on y est. J'étais prêt à quitter le cocon. Ouais, il parle aussi du côté de sa famille, le côté familial de sa carrière. Il est bien sûr jeune, il a que 21 ans, n'oublions pas. Allez, je vous lis ça. Je vous lis d'abord le sous-titre. Quentin Merlin, arrivé en janvier dernier à Marseille, ça fait un mois. Il est arrivé, oui, ça fait un mois à peu près, un peu plus d'un mois. Oui, il est arrivé en fin de mercato, donc ça fait un mois et une semaine, on va dire. Arrivé en janvier dernier à Marseille, le latéral gauche de 21 ans, né, formé et passé professionnel à Nantes, a quitté sa région et sa famille pour voler de ses propres ailes sous les couleurs de l'OM. Entretien. Donc un bel entretien que je vais vous lire et qu'on va débattre ensemble les amis. Alors j'ouvre ça, hop, je vais agrandir comme d'habitude l'écriture pour vous, que vous voyez bien. Comme ça si vous avez envie de lire chez vous, de faire des pauses et de ne pas m'écouter, ben vous faites ce que vous voulez. Allez, je descends à la vitesse lente, très très lente, comme ça vous avez le temps de lire. Allez, on enlève ça et on y va. J'étais prêt à quitter le cocon. De Jean-Claude Leblois, encore l'article. Il écrit beaucoup d'articles, lui. Fan de Luka Modric, l'ancien Canari, a retrouvé quelques ex-nantais en débarquant à l'OM. Donc il est fan de Luka Modric. Je ne sais pas si vous le savez déjà. Voilà, donc une petite anecdote. Allez, on continue. Quentin Merlin, arrivé en janvier dernier à Marseille, le latéral gauche de 21 ans, je vous l'ai déjà lu la phrase, mais je vous la relis, né, formé et passé professionnel à Nantes, a quitté sa région et sa famille pour voler de ses propres ailes sous les couleurs de l'OM. Entretien. On y va. Quentin Merlin n'a pas eu le temps de gamberger. Recruté par l'OM en janvier, le latéral gauche de 21 ans a déjà connu une réunion avec les supporters, un changement d'entraîneur et une qualification en 8e de finale de Ligue Europa.
Hier, sur les hauteurs de la Commanderie, le Nantais a pris le temps de revenir sur ses débuts à Marseille. Donc c'était hier qu'il a fait l'entretien du côté de la Provence. Les 2 victoires contre le Shakhtar Donetsk. Ah là, ça commence, c'est les questions. C'est les questions qui commencent. Allez, je vous lis. Les 2 victoires contre le Shakhtar Donetsk et Montpellier ont-elles permis de ramener un peu de sérénité dans le groupe après un début d'année 2024 catastrophique, lui demande le journaliste. Oui, bien sûr, répond Quentin. La victoire n'amène que du positif. Même si on n'est pas beau à voir, on veut gagner les matchs. On a une bonne confiance et on est plus serein dans le vestiaire après ces 2 succès. C'est parfait pour la suite. Et oui, les succès emmènent de la confiance. Voilà, ça engrange de la confiance et on espère enchaîner une belle série. Cela dit, oui, il a raison, c'était pas vraiment un très beau à voir. Mais le deuxième match, quand même, Montpellier, on a vu de belles choses. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire. Allez, je continue. La suite, c'est le match à Clermont demain. Et il répond, Clermont joue sa survie, ils auront le couteau entre les dents dans un stade très différent du Vélodrome. Et oui, c'est un petit stade champêtre qui est en plus en travaux. On va devoir mettre la même intensité qu'à Marseille pour continuer notre série et prendre des points. Et oui, pas qu'un seul, parce que si on fait match nul, très mauvais résultat. Et si on perd, c'est carrément une catastrophe, on rechute. Et je pense que le mental serait encore peut-être touché. Donc là, c'est la victoire demain, la victoire obligatoire. En plus, c'est le dernier du championnat, donc faudrait pas se manquer, hein, les amis. Et en plus, il y a une guerre en interne. Voilà, je ne sais pas si vous savez, du côté de Clermont, le coach, c'est pas sûr que ça soit Gastien demain. Voilà, c'est pas encore sûr, hein. Peut-être qu'il y aurait du changement d'ici demain. Voilà, on en parlera demain matin. Je vous ferai la matinale. Je vous parlerai du point précis pour les problèmes en interne du côté de Clermont. Allez, je continue. Comment jugez-vous vos débuts, lui demande le journaliste. C'était un changement radical en passant de Nantes à Marseille. Oui, je l'attendais. J'avais besoin de sortir de ma zone de confort, nous répond Quentin. À Nantes, j'étais un peu le chouchou. Je venais de là-bas, tout le monde me connaissait. J'avais besoin d'un autre challenge. Voilà, il voulait se challenger, il avait des ambitions supérieures. Voilà, donc il arrive à un certain seuil, à 21 ans. Il a commencé très jeune du côté de Nantes. Maintenant, il a joué 2-3 ans en professionnel et il voulait passer le cap du côté de l'OM. L'OM est arrivé à ce moment. Ça m'a plu, c'est un club très spécial, magique à vivre, avec des supporters qui sont toujours présents et une faveur impressionnante. Après ses débuts timides, après les débuts timides à Lyon, il parle de lui-même, hein, j'ai pris mes marques au fur et à mesure de la confiance. Je joue mon football quand je suis sur le terrain. Je dois continuer comme ça me plaît et je sens que ça plaît à mes coéquipiers. Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Donc il a fait plutôt 2 bons matchs, enfin... Contre le Shakhtar, c'était intéressant, mais contre le Montpellier, c'était encore mieux, peut-être, pour ma part. Voilà, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé de Quentin Merlin sur les 2 derniers matchs. C'est vrai que contre Lyon, je l'avais dit indirectement, il s'est fait un petit peu enrhumer par Nuama. Il a eu du mal, il est tombé contre, franchement, un joueur qui était en pleine bourre, quoi, le Nuama de Lyon. Je ne sais pas ce qu'il avait ce soir-là contre l'OM. Il a mystifié tout le long du match, Quentin Merlin. Et donc, s'il restait sur cette lancée-là, on aurait pu quand même commencer à être un petit peu énervé envers lui. Cela dit, c'est ses débuts. 3 matchs, voilà. Allez, on continue. En arrivant à Brest, non, 4 matchs parce qu'il a joué à Brest aussi. En arrivant à l'OM, vous entretenez aussi la filière nantaise. Connaissez-vous Verretou, Rongier et Harit quand vous étiez au FC Nantes? Oui, quand j'étais en U11, certains joueurs pros faisaient office de parrain. Jordan était l'un d'entre eux, même si ce n'était pas pour ma catégorie d'âge. Et oui, Jordan Verretou, comme c'était son anniversaire, il a 31 ans, il y a 10 ans d'écart exactement. Et lui, il a 21 ans, il y a 10 ans d'écart. Donc lui, il avait 11 ans à l'époque et Verretou avait 21 ans. Voilà, si on fait le compte. Ce sont des joueurs que j'admirais quand j'étais jeune. Je voulais faire comme eux, réussir dans mon club formateur et prendre mon envol. Je suis très content et les retrouver aujourd'hui et de pouvoir vivre cette expérience avec eux. C'est toujours bien de voir des anciens Nantais. Au moment de signer pour l'OM, le seul avec lequel je suis entré en contact pour parler du club, c'est Léo Jousselin. Et oui, il y a Léo Jousselin aussi. C'est un joueur qui évoluait en réserve à Nantes aussi. Il vient de le dire là. Qui évolue en réserve. J'ai joué avec lui en jeune à Nantes. On a gagné le championnat U17 ensemble. Donc Léo Jousselin vient de la filière nantaise, donc il est du côté de la réserve olympienne maintenant, et c'est qu'avec lui qu'il a parlé, qu'il est entré en contact avant de signer à l'Olympique de Marseille. Il n'a pas parlé apparemment avec Rongier, Verretou et Amin Harit. Allez, je continue. Comment vous sentez-vous dans le vestiaire? Tout le monde m'a très bien accueilli. Ce sont tous de bons gars, simples, gentils, aimables. Ils m'ont donné beaucoup de conseils sur la ville. Dans le vestiaire, je suis à côté de Jordan Verretou, Sam Gigot et Oba. On parle beaucoup ensemble, je suis encore en train de découvrir les uns et les autres, mais tout se passe bien et je suis très content d'être là.
Bon, il va pas dire qu'il n'est pas content d'être là quand même. Oui, c'est normal. Je travaille beaucoup pour progresser. J'ai aussi des retours d'anciens comme Jérémy Morel. Ah, il y a Jérémy Morel qui a fait un retour aussi. Allez, je continue. Que préférez-vous entre latéral d'une défense à 4 et piston dans un schéma à 5? Allez, là on parle un petit peu de football. Donc ses préférences, donc son poste préférentiel. Allez, je lis ça. Je n'ai pas de préférence. Donc au moins il se dit polyvalent peut-être. Il y a forcément des différences de positionnement. Quand on joue à 4, je suis plus bas. Le ballon vient plus vite à moi dans la construction et j'ai plus de temps pour jouer. Quand on joue à 5, je touche peut-être moins de ballons, mais je peux prendre davantage de risques, monter, apporter offensivement. Défensivement, à 4, tu es en 1 contre 1, alors qu'à 5, tu te sens plus solide avec un joueur encore derrière. Les deux me correspondent, il faut savoir être polyvalent. Voilà, donc c'est ce que je viens de dire là. Je ne l'ai pas lu, hein. Je n'ai pas lu l'entretien, je vous ai dit il est polyvalent selon lui. Et il dit il faut savoir être polyvalent. Je suis d'accord avec lui, même si moi, du profil qu'il nous a montré pour l'instant du côté de l'OM, j'ai l'impression qu'il est meilleur dans un système à 5 ou à 3 avec les pistons. Il est meilleur dans le poste de piston. Tiens, lequel poste vous préférez pour l'instant? Voilà, sur les quelques matchs qu'on a vus de Quentin Merlin. Voilà, si on peut comparer par exemple de l'autre côté Jonathan Klaus. Jonathan Klaus, c'est vraiment piston 100% ou allez 90%. Est-ce que Quentin Merlin, on peut le mettre pareil 4 à 4 derrière ou plutôt piston? C'est vous qui choisissez. Allez, je continue. Et d'ailleurs, il nous parle de... Il reçoit plus de ballons, il parle de derrière quand il est à 4. Oui, parce que finalement, il joue avec les 4 derrière. Donc le gardien lui donne une passe directement. Alors que s'il est en piston, il est plus haut. Et c'est les défenseurs centraux qui récupèrent, qui font la construction derrière. Cela dit, comme il le dit, il a moins à faire d'efforts finalement défensifs quand il est en piston. Puisqu'il y a les joueurs défensifs derrière, comme Balerdi qui est derrière lui, qui va le rassurer derrière défensivement. Voilà, je continue. Défensivement, on a pu voir... Voilà. Pardon, excusez-moi, je reviens. Défensivement, on a pu vous voir en difficulté contre Lyon face à Nuama. Je l'ai pas lu le truc. Ou contre le Shakhtar avec Zubkov. C'est vrai que contre Zubkov aussi, il a eu du mal. Hein. C'était le gaucher ukrainien qui était sur son côté. Travailler sur l'espace dans votre dos fait-il partie des axes de progression? Oui, c'est ça, il nous répond. Quand je sors de ces matchs-là, ça travaille dans ma tête. Je me dis que je peux mieux faire. Je revois mes positionnements. Je me demande si je dois être plus proche ou plus loin. Voilà, au moins il a vu qu'il avait des difficultés. Voilà, il ne s'est pas enfermé dans son mensonge peut-être. Et il l'a vu qu'il s'était fait mettre à l'amende par Nuama. Par Zubkov un peu moins, mais il a été quand même en difficulté. C'est comme ça qu'on peut progresser, nous dit Quentin. Je ne suis pas un défenseur de formation, donc au début, c'était compliqué. Offensivement, je dois être plus juste, perdre moins de ballons, travailler la qualité de centre et donner plus de ballons chauds pour mettre en danger l'adversaire. Donc à la base, il n'est pas formé en tant que défenseur, hein, il vient de le dire. Donc c'est peut-être pour ça que c'est meilleur de le mettre en piston. Voilà, faut pas chercher finalement. Faut pas chercher. Défensivement, je dois être plus solide. Je descends un petit peu. Quand le ballon est à l'opposé, je travaille beaucoup par rapport à ça. Je revois tous mes matchs et j'ai aussi des retours avec d'anciens joueurs comme Jérémy Morel. Voilà, c'est ce que je vous disais juste avant. Il travaille avec mes agents. Léandre Chouya, l'agent de Merlin, était le conseiller de Morel. Il m'aide beaucoup. Je l'apprécie et il me donne de son temps pour ma progression. C'est très bien, c'est très bien. En plus, Morel, donc il a connu l'OM, il a connu Marseille, donc il peut lui donner des conseils sur la ville, sur comment jouer à tel poste, à ci, à là. Donc c'est parfait qu'il ait un petit peu un ancien, voilà, qui a de l'expérience. Jérémy Morel, c'est pas un grand crack, Jérémy Morel, mais il a eu quand même un certain niveau. Allez, on continue. On l'appelait la bûche quand il jouait à l'OM. Quel est votre surnom? Donc on l'appelait la bûche à Jérémy Morel. Aucun. Quentin, c'est très bien. Vous voulez quoi comme surnom? À part Merligno ou Merlinski. Tiens, donnez le surnom que vous voulez donner à Merlin, les amis. Cantigno, Merligno, Merlinski. Pourquoi Merlinski? Je sais pas. Ah, pour... non, je sais pas, je vois pas Merlinski. Le seul surnom que j'ai, c'est celui que me donne ma mère, mais ça restera privé. Rire. Ah merde, on le saura pas. On le sent pas. Allez, ceux qui le savent, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. En 2 mois, vous avez déjà connu un changement d'entraîneur. Je ne l'ai pas mal vécu car j'ai connu ça beaucoup de fois à Nantes avec 5 entraîneurs différents. Raymond Domenech, Patrice Colo, Antoine Camboiré, Pierre Aristouille et Jocelyn Gorenec. Je savais comment il fallait se comporter et qu'il fallait rester soudé avec l'équipe. Évidemment, on n'était pas content de voir le coach Gattuso partir car c'était
c'est de notre faute. Et oui, c'est de leur faute. Il le dit très bien. Mais il faut vite se remettre au travail. Pensez à la saison à finir. On a beaucoup parlé entre nous et on s'est vite adapté. Bah allez, maintenant ça suffit. Il faut plus discuter. Et maintenant, il faut s'adapter, comme il dit, au nouveau coach. Et maintenant, ça y est, le mental, le moral, je pense que ça a bien travaillé pendant, ça fait quoi, plus d'une semaine qu'il a, 10 jours on va dire, Gasset. Maintenant, c'est le schéma tactique qu'il faut mettre en place. On a eu pratiquement une semaine de repos là entre le dernier match dimanche et le match de demain samedi. Donc j'espère qu'il y aura de meilleures choses à voir sur le terrain en plus de la victoire. Voilà, pour l'instant, la victoire me conviendrait parfaitement. Je prends la victoire même s'il n'y a pas la manière. Mais un petit peu de manière en plus, ça serait sympa en plus. Allez, je continue. Comment avez-vous vécu la nomination de Jean-Louis Gasset? Ça se passe bien. La concurrence est remise à plat quand il y a un nouveau coach. Les entraînements sont plus intenses et meilleurs. Comment ça, plus intenses? Comment ça? Ah, c'est-à-dire pour prouver un petit peu plus, il veut dire, ils font plus d'efforts eux-mêmes. Donc ça veut dire que quoi? Quand il y avait Gattuso, ils se retenaient? Et ça veut dire quoi, les amis? Ils sont plus intenses et meilleurs, les entraînements. Vous faisiez quoi avant? Je sais pas, vous reposez ou quoi? Bon, c'est pas grave. Le coach Gasset apporte beaucoup de sérénité. Il échange beaucoup avec les cadres de l'équipe. La méthode de travail est différente, mais on est resté nous-mêmes. Oui, vous n'allez pas changer du jour au lendemain, comme. Quel coach vous a le plus appris à Nantes? Camboiré. Il a répondu directement. Donc c'est Camboiré, selon lui, qui lui a appris le plus. C'est lui qui m'a fait jouer en latéral gauche. C'était pendant une trêve. Charles Traoré était en sélection. Fabio était blessé. Étant jeune et gaucher, j'ai commencé à aider à ce poste. Ça a plu au coach. Le match suivant au parc contre le PSG, il me fait entrer à la 60e et je donne une passe décisive. Je suis resté titulaire jusqu'à la fin de saison. Il m'a appris beaucoup de choses du monde professionnel, la rigueur, le sérieux, aussi bien au club qu'à la maison. Donc on a beau critiquer parce que c'est un ancien parisien, Camboiré, voilà, ci et là, le monstro, je sais pas comment il était sur son nom. Mais au-delà de ça, c'est un professionnel. Il a connu le très haut niveau quand même. Il a joué les Coupes d'Europe avec les puputes et ci et là. Donc il lui a donné de l'expérience, il a donné des conseils et c'est parfait. C'est parfait pour le... En plus, c'était un défenseur de base, donc il lui a peut-être donné des conseils plus défensifs qu'il n'avait dans sa tête jusqu'à présent. Je ne pourrai que le remercier jusqu'à la fin de ma carrière pour tous ses précieux conseils. Il a été dur envers moi, il m'a poussé à bout, mais il croyait fort en moi, fortement en moi. Donc c'est parfait, c'est parfait. Donc il va le remercier jusqu'à la fin de sa carrière, comme il dit, et c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. On continue. Donc son mentor dans sa carrière qui lui a donné le plus de conseils pour lui en tant que coach professionnel, c'est Camboiré. Vous avez connu la Ligue Europa avec Nantes et vous la retrouvez avec l'OM. Est-ce différent? À Marseille, ce n'est pas comparable. L'ambiance en Coupe d'Europe est particulière. C'est une atmosphère que je ne pourrais pas retrouver ailleurs en France. Contre le Shakhtar, ils n'ont pas lâché malgré le but rapide. Ils nous ont soutenus jusqu'au bout et c'est en partie grâce à eux qu'on a pu renverser la situation. Donc là, il parle de la ferveur du public en Coupe d'Europe. Donc de l'OM contre Shakhtar qui était mené et qui a quand même soutenu. C'est vrai que quand je le disais en direct, en live, je disais, c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup de sifflets finalement. On est mené. Voilà, on est dans la crise encore parce que c'était le premier match de Gasset. Et finalement, les supporters, franchement, ils ont fait un gros taf contre le Shakhtar. Franchement, félicitations à ceux qui sont allés dans le stade, qui n'hésitaient pas à le dire, ceux qui ont vu le match contre le Shakhtar, qui ont encouragé l'OM. Il faut continuer. Il faut continuer jusqu'à la fin de saison, qu'on puisse atteindre des objectifs, peut-être une ambition qu'on a encore en tête. Les Coupes d'Europe, les places européennes. Allez, je continue. Vous les avez rencontrés très vite aussi au cours d'une réunion. Vous y attendez-vous? En parlant des réunions avec les supporters. Oui, après le match à Lyon, ça faisait 4 jours que j'étais là. Et oui, ça faisait que 4 jours qu'il était là. Ils avaient besoin d'entendre notre ressenti et de savoir comment on voyait les choses. C'était un dialogue constructif. On a parlé de la fin de saison. Mais c'est une situation qui m'est arrivée à Nantes aussi, juste avant de quitter le club. On a perdu contre Laval en Coupe de France, on est rentré au vestiaire, les supporters sont restés. On est sorti pour discuter avec eux pendant 30 minutes. Tout ça pour dire que j'étais encore dans le bain quand j'ai eu la réunion avec les supporters de l'OM. Donc finalement, il passe sa saison avec les supporters, Quentin Merlin. Il part avec les Nantais. Il part des Nantais du club de Nantes, de FC Nantes. Et il était en train de discuter avec les supporters dans les derniers matchs. Il arrive à l'OM pour son premier match, 3 jours après. Il va parler avec les supporters pour une crise qui était quand même bien chaude. Allez, je continue. C'est différent là aussi. C'est différent là aussi. Il n'y a pas les mêmes attentes entre les supporters marseillais et nantais. Et oui, bien sûr, c'est pas le même standing. Je suis désolé pour les Nantais qui tombent là, mais c'est pas le même standing. À l'OM, on réclame la Ligue des Champions. À Nantes, on demande le maintien.
Oui, au-delà de ça, le maintien, je pense que les Nantais, au bout d'un moment, ils ont connu un passé européen. Il n'a pas connu lui, Quentin Merlin, mais par le passé, Nantes, quand même, faisait partie des équipes qui jouaient les places européennes, hein. Il y a quelques années, certes, mais voilà, c'est pas vraiment le club amené à jouer que le maintien toutes les saisons. Même maintenant, logiquement, c'est du ventre mou, pour l'instant, je dirais. Le degré de... Après, il connaît plus le club nantais que moi. Le degré d'exigence est plus important à Marseille, ça c'est sûr. C'est pour ça que je suis venu ici et que je n'ai pas été choqué par les paroles des supporters. Au contraire, j'étais même content d'entendre ça. Cela dit, les supporters ont été plutôt safe sur la deuxième réunion, celle avec les joueurs. C'était pas la même que celle du 17 ou du 18 septembre de ce qu'on a entendu plus ou moins. Voilà, peut-être qu'il aurait été choqué, je sais pas en tout cas. Voilà. On vous a senti choqué par la ferveur du Vélodrome, vous confirmez? Allez, peut-être qu'il a été surpris. Ça n'a rien à voir avec la Beaujoire. C'est le double de place, le stade est immense. Quand il y a le aux armes, ça résonne, c'est abusé. Je l'avais entendu quand j'étais venu avec Nantes, mais je n'avais pas fait attention. Là, j'ai bien écouté, c'est un truc de ouf. Le volume est énorme, c'est surprenant et incroyable d'entendre ça. Il n'y a qu'ici que tu peux vivre ça, et pourtant, effectivement, Nantes reste un club avec une belle ferveur et un beau stade. C'est vrai que Nantes, c'est plutôt un beau stade, il y a une belle ferveur. Voilà, donc en France, on va dire que l'OM est au-dessus de ça. Deuxième, je sais pas, on va dire Lens. Troisième, après. Choisissez votre club. Est-ce qu'on peut dire que les Puputes sont troisième? Maintenant, peut-être un peu moins qu'avant, dans le passé. Je dirais Strasbourg, qui ont une bonne ferveur dans leur stade aussi. Tiens, donnez-moi votre classement. Faites-moi un top 5. Des ferveurs, des ambiances dans les stades en France. Donc l'OM premier, bien sûr, deuxième Lens. Faites-moi votre classement top 5. Allez, top 5. Nantes reste un club avec une belle ferveur et un beau stade. Allez, on continue. Votre arrivée à l'OM est aussi liée aux Jeux Olympiques à Paris. Est-ce un objectif établi? Oui, il nous répond donc Quentin, il veut faire les JO. Oui, les JO. C'est une compétition unique que tout le monde n'a pas la chance de vivre. Encore plus en France, ça va être quelque chose de magique. Tout joueur rêverait de pouvoir y participer, c'est un de mes objectifs. Mais pour l'atteindre, il faut performer en club. On verra plus tard si j'ai la chance d'être retenu. Je suis d'accord avec lui. Même si pour nous, ça ne nous concerne pas, Olympiens. Mais en plus olympique, Jeux Olympiques, Olympiens. Donc voilà, donc je pense que pour une carrière de footballeur, s'il a l'opportunité de jouer avec son pays les Jeux Olympiques, je lui dis vas-y fonce Quentin. Fonce Quentin, tu n'auras pas l'opportunité de faire l'Euro cette année, je ne pense pas encore que Dédé va t'appeler. Donc si tu peux le faire avec les espoirs, c'est Jeux Olympiques, vas-y, fonce. En plus, tu auras peut-être tête de noisette avec toi. Ah non, non, c'est après l'Euro. C'est après l'Euro, donc tête de noisette, oui, il sera peut-être avec toi. Allez, je continue. Vous avez toujours baigné dans le football? Votre famille aussi? Donc c'est une question du journaliste. Il lui demande s'il a toujours été dans le football et si sa famille aussi est vraiment implantée dans le football. J'ai un petit frère, Kylian. Oh putain, je parlais de tête de noisette, voilà qu'il y a un autre Kylian. J'aime pas ce prénom. S'il y a un Kylian, je suis désolé dans les commentaires. Et d'ailleurs, tiens, ça me fait penser, Kylian, Kilou, si tu me regardes, tu as gagné le maillot du 22 février. Eh ben, contacte-moi en privé. Tu m'envoies un message où tu veux, tu me contactes en privé ou alors dans les commentaires là. J'ai un petit frère qui s'appelle Kylian, qui joue au foot dans la région de Pornic. Et une petite sœur, Maëlys, qui est en CAP, coiffure. Papa, David, et maman, Dolores, ont joué au foot aussi. Il a joué à tous les postes et c'est même lui qui a été mon premier entraîneur au FC Goéland, FC Goéland Saint-Maritain. Je débriefe très souvent mes matchs avec lui, il donne ses opinions, il a un avis plus cool car c'est mon papa. On parle beaucoup après chaque match, quand on joue à domicile il est au stade, avec maman c'est surtout la santé et la vie en général, papa aussi. Hein? Mais maman est très protectrice. Et oui, c'est la maman. C'est la maman, les amis, la maman. Est-ce que votre maman est protectrice? Allez, on continue. Elle est très longue, hein, l'entretien. Il est très long, l'entretien, mais c'est sympa, c'est sympa. Vous êtes loin d'eux, désormais. Comment l'appréhendez-vous? Et oui, il a quitté le cocon familial. Il était du côté de la région nantaise. Il a toujours habité à Nantes. Il est né là-bas. Il avait sa famille là-bas. Donc, c'est vrai qu'il a quitté sa famille. Comment l'appréhendez-vous? Je le vis bien. J'étais prêt à quitter mon cocon. J'avais besoin d'un challenge dans ma carrière de joueur et j'avais besoin de me découvrir en tant qu'homme. Voilà, maintenant, c'est un homme, il a des poils. Et toi, est-ce que tu as des poils? À Nantes, quand j'avais des problèmes, j'appelais papa ou maman. Papa, maman. Là, c'est différent. Je dois me débrouiller tout seul. Je me découvre et je vais continuer à me découvrir. C'est enrichissant de partir. J'apprends beaucoup sur la vie et sur moi-même. Ça me fait penser un petit peu à Luis Enrique.
voilà, qui a quitté sa famille du côté du Brésil. Ça me fait penser aussi à Vitinha, qui était triste quand il arrivait, ou plutôt qui pleurait. Il n'était pas triste, mais il pleurait le fait d'avoir quitté sa famille du Portugal. Voilà, ça fait penser à tous ces jeunes qui sont arrivés à l'OM, qui n'ont pas réussi justement à l'OM. Et Luis Enrique, il est reparti. Bon, là, il est revenu, il réussit pas. Vitinha, bah, il est arrivé, là, il est reparti. Est-ce qu'il va revenir bien comme il faut? Je ne sais pas. Mais ça me fait penser à ces joueurs-là. J'espère que ça sera mieux, que son avenir à l'OM sera mieux. Cela dit, il y a une différence entre les deux que je viens de vous citer, c'est la barrière de la langue. C'est très important. Les coutumes françaises ici et là. Donc lui, il ne découvre pas le pays, il arrive à Marseille, c'est certes différent comme contexte, une région différente, voilà, des personnes différentes. Mais derrière, il connaît la langue. Voilà, il n'y a pas la barrière de la langue, c'est très important. C'est comme pour le coach, hein, je vous en ai parlé plusieurs fois, Gasset, Printemps, c'est important qu'on ait une caution française maintenant. Allez, je continue. Dans un milieu où il faut dribbler, Dans un milieu où il faut dribbler... Oh là là, c'est dur. Excusez-moi. Dans un milieu où il faut dribbler, les sollicitations et les nouveaux amis, les anciens nous en parlent forcément, mais je ne suis pas bébête. Je sais où il faut aller et où il ne faut pas aller. Ce qu'il faut dire et ne pas dire. Ça s'apprend avec le temps. J'ai eu quelques cours à Nantes. Quand tu as Moussa Sissoko dans le vestiaire, tu apprends vite. Voilà. Voilà les amis, pour l'entretien, je crois que c'est terminé. Voilà, c'est plutôt rafraîchissement. Le Vélodrome, c'est un truc de fou, le volume est énorme. Et ça fait plaisir de découvrir le bonhomme. Voilà, on aurait pu découvrir son petit surnom, voilà, de sa maman qui lui donne. Je sais pas quel est son surnom, est-ce que c'est Cantinou ou Cantoutou ou Kiki peut-être? Je pense que c'est Kiki. Kiki Merlinous. Allez, n'hésitez pas les amis à réagir sur l'entretien de Quentin Merlin. Est-ce que ça vous a plu? Et maintenant, on va sur l'actualité sur l'autre écran, comme d'habitude. Je te survivrai comme d'habitude. Allez, on y va. Let's go. C'est parti. Avec un Gambardella. Rennes OM en quart de finale de la Gambardella. Donc les U19 qui connaissent leur adversaire. C'était hier le tirage au sort. Donc des quarts de finale de la Gambardella qui a eu lieu la mi-journée hier. L'OM affrontera le Stade Rennais du côté de Rennes. Le match se déroulera sur la pelouse du Stade Rennais, donc au Roison Park si je ne me trompe pas, le dimanche 31 mars. Donc juste avant le match, quoi, le classique à 15 h. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, pourquoi pas une victoire de l'OM en Gambardella qui donnera confiance à l'OM contre les Puputes et on gagnera le match. Donc le match se déroulera à 15 h. En cas de qualification, l'OM affrontera en demi-finale le vainqueur du match entre Reims et Brest. Voilà les amis. Allez, on enchaîne derrière. Avec quoi? Avec, ah oui, une petite anecdote. Alors je vais l'écouter avec vous. C'est du côté de BFM. Alors je sais pas si je vais pas être striké. Je crois que je vais être striké. Non, non, non. Je vais pas vous passer cela parce que le son de BFM, parfois, peut-être qu'il y a des droits d'auteur. Alors, du côté de Salon de Provence, il y a un homme qui s'est fait escroquer par un faux Pablo Longoria et il a perdu 15 000 €. En fait, il a eu un contact dans les réseaux sociaux, un certain Pablo Fernandez Longoria, qui lui proposait de gagner 80 000 €. Voilà, donc dans un business. Et il devait par contre payer des frais de 15 000 € en avance, du côté de la personne qui s'est fait escroquer. Il lui a donné les 15 000 € comme un benet, en croyant que c'était Pablo Longoria. Derrière, il s'est fait escroquer, il n'a plus revu son argent, il n'a pas eu les 80 000 €. Et derrière, il nous dit, du côté de BFM, le type là qui s'est fait escroquer, il dit, par contre, je suis sûr et certain à 100% que c'est Pablo Longoria. Je suis désolé, mon cher, on n'a pas donné le nom ni le prénom. Mais je pense que, voilà, c'est pas le vrai. À mon avis, je pense pas que Pablo Longoria va s'immiscer dans une escroquerie de bas étage comme ça. Voilà, je pense pas. Je pense qu'il peut faire peut-être d'autres choses, mais c'est pas dans ce domaine-là. N'hésitez pas à réagir. Voilà, je vais pas vous passer le passage. Par contre, je vous passerai peut-être autre chose tout à l'heure. Allez, on continue avec encore de l'argent. Cette fois, ça concerne l'Olympique de Marseille directement, c'est officiel. L'UEFA ordonne la fermeture partielle du virage nord pour le match de Coupe d'Europe à domicile de ce jeudi contre Villarreal, ainsi que les sanctions suivantes pour l'OM suite au match face au Shakhtar Donetsk. Amende de 41 500 € pour allumage de feu d'artifice. Amende de 10 000 € pour le club pour avoir lancé un feu d'artifice. Amende de 26 000 € pour blocage des passages publics. Amende de 20 000 € pour l'utilisation de pointeurs laser. Et amende de 10 000 €, celle-là elle est particulière, pour avoir été responsable
du coup d'envoi tardif. Et d'ailleurs, ça concerne qui les amis? Ça concerne qui? Regardez, ça concerne notre coach. Apparemment, c'est de sa faute. En plus de la fermeture du virage nord, donc ce jeudi contre Villarreal, donc le virage nord sera fermé partiellement, l'UEFA a quand même mis plusieurs amendes au club, donc une à Jean-Louis Gasset, car Jean-Louis Gasset serait responsable du coup d'envoi tardif face au Shakhtar. Bon, derrière, il y a les débiles qui vont dire oui, parce qu'il est vieux, il est arrivé, grabataire ici. Voilà les amis, n'hésitez pas à réagir. Et il y a d'autres choses sur cela, c'est pas terminé sur les sanctions. Regardez, l'OM subit son 20e huis clos partiel depuis 2018-2019, soit une moyenne de 4 huis clos par saison. Et autre chose derrière, l'UEFA rajoute également à l'OM une amende de 50 000 € pour l'allumage de feux d'artifice des supporters présents à Hambourg lors du match contre le Shakhtar au match aller, puisque c'était à Hambourg, ça s'est déroulé en Allemagne. L'instance demande également au club l'interdiction de vendre des billets à ses supporters à l'extérieur pour le match prochain en match de Coupe d'Europe. À compter du 29 février 2024, les supporters ne pourront plus faire les déplacements à l'extérieur en Coupe d'Europe pour une période probatoire de 2 ans. Donc, contre Villarreal, normalement, l'OM ne pourra pas vendre de billets à ses propres supporters. Donc logiquement, si on comprend bien la chose, il ne devrait pas avoir non plus de supporters olympiens du côté de Villarreal. Ça commence à faire beaucoup. Je trouve que l'UEFA tape beaucoup sur l'OM là actuellement. Je ne sais pas s'ils nous ont dans le viseur, mais cela dit les amis, on a eu un sursis avant. Donc les amis supporters qui ont craqué les fumigènes, malheureusement, ben, ça allait tomber. Voilà, fallait pas se louper, c'est tombé. Et voilà, c'est tombé malheureusement sur le match où on reçoit Villarreal avec Marcelino, le petit Marcel. J'espère que cette... comment dire? Moi, ça me dérange quand même. Ça me dérange que... En fait, les sanctions financières, allez, à la limite, ils veulent du pognon, l'UEFA. Vous voulez du pognon? On vous donne du pognon. L'OM a les moyens de vous donner 100 000, 200 000 €. Allez, vous les prenez. Mais derrière, que les supporters soient punis de cette manière-là, que ça enlève du spectacle dans les tribunes, je trouve ça... Au bout d'un moment, franchement, le spectacle, vous aimez qu'il y ait du spectacle pour vendre vos droits TV, pourquoi freiner tout ça? Pourquoi freiner tout ça au bout d'un moment? Voilà, c'est comme la LFP, c'est pareil. Voilà, donc arrêtez avec les sanctions envers les supporters, à moins qu'il y ait des dingueries. Là, il n'y a pas eu de dinguerie, il n'y a pas eu d'accident. Voilà, s'il y a un accident, je comprendrais qu'il y ait des sanctions. Mais là, quand il n'y a pas d'accident, c'est bien cadré et tout. Je ne comprends pas toujours les sanctions envers les supporters, les virages fermés. Cela dit, les sanctions, oui, pourquoi pas. Si vous voulez du pognon, allez-y, prenez votre pognon. Mais moi, je ne comprends pas pour la sanction envers les supporters. Il y a beaucoup de supporters de la France entière qui se déplacent pour voir ces matchs-là et qui arrivent le jour même, qui ont payé leur place et qui vont se retrouver sans place finalement, qui vont devoir aller chercher dans d'autres places sur le stade. Voilà. J'en ai vu pas mal dans les réseaux sociaux qui cherchent encore des places alors qu'ils avaient déjà des places dans le virage nord. C'est dommage. Allez, on enchaîne derrière avec quoi, les amis? Avec la petite anecdote qui nous vient de Raymond Domenech. On en a parlé tout à l'heure. Raymond Domenech, que je ne porte pas dans mon cœur. Je ne l'aime pas du tout, ce type-là, que ce soit avec l'équipe de France ou autre part. Raymond Domenech qui nous dit de Chancel Mbemba. Chancel Mbemba a été excellent contre Montpellier. Ça, c'est clair. Il a su compenser la position de Sarr et a utilisé son couloir parfaitement. C'est le patron, quoi. C'est le mec qui anime, qui entraîne les autres. Le vrai capitaine. Je voulais juste vous relayer ça. Le vrai capitaine. Je vous ai posé la question plusieurs fois en live sur Twitch ou sur YouTube. Et je vous demande à vous, les amis, est-ce que vous pensez que Chancel Mbemba doit être capitaine à la place d'un joueur en ce moment qui est en difficulté? Certes, il va être titulaire sûrement demain. Enfin, oui, demain plutôt, c'est Gigot. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'un Mbemba pourrait, pourquoi pas, passer capitaine? Voilà. N'hésitez pas, donnez-moi votre capitaine préféré. Allez, on enchaîne les amis avec un joueur qui pourrait, pourquoi pas, partir encore libre. C'est Monsieur Simon Ngampantouenbu. Ngampantouenbu, c'était dur. Laurent Spinozzi, ancien gardien de l'Olympique de Marseille, nous parle de Simon Ngampantouenbu. Il nous dit « J'ai connu Simon à 15 ans et j'avais jamais vu ça. À l'entraînement, les mecs ne marquaient pas. Il faut le prêter. On sait qu'il a des qualités, alors pourquoi on ne le fait pas? Avançons avec ce petit, pour son bien et celui du club. » Moi, je suis d'accord depuis des années. C'est pas que depuis cette année. C'était il y a quelques années, 15 ans. Il a maintenant 20 ans, plus de 20 ans. Je crois qu'il approche les 21 ans maintenant. Il arrive en fin de contrat. Déjà, il faut le prolonger avant de le prêter. Et après, bon, s'il refuse, ben, il partira gratuitement comme d'habitude. Et moi, à mon avis, pour son bien à lui, eh ben, je pense qu'il va peut-être pas prolonger. Voilà, il va partir encore libre. Voilà. Et peut-être qu'à l'avenir, ça sera un nouveau Brice Samba. Peut-être. Ou un Edouard Mendy. Pourquoi pas. Ou alors peut-être que ça sera un gardien neutre qui sera dans un petit club. Je sais pas. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce dossier-là, de Simon Ngampantouenbu qui n'a pas encore prolongé et qui n'a pas été prêté jusque-là.
Allez, on enchaîne avec quoi les amis? Un petit point mercato, donc BOM qui nous relaye ça. Selon Corriere dello Sport, le média italien, l'OM apprécierait le profil du défenseur central de 22 ans, Logan Costa. Alors, ce drapeau-là, c'est quoi? Cap-Verdien, je crois? Logan Costa, oui. Il avait marqué, je crois, un doublé en finale de Coupe de France contre Nantes. Donc avec Toulouse, avec la victoire 4-1 ou 5-1, je ne sais plus combien ils avaient gagné. Je crois qu'il a mis un doublé de la tête. C'est un très bon joueur de la tête, défenseur central costaud. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis sur lui si vous le connaissez bien les amis. Donc Logan Costa, est-ce que c'est une bonne piste pour l'OM? Allez, on enchaîne avec quoi les amis? Avec je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vrai, je vous l'ai relayé dans la vidéo d'hier. Je ne sais pas si c'est vrai parce que ça a été relayé hier. Il s'est trompé de jour, selon InfoOM. Amin Harit et Jean-Louis Gasset seront en conf de presse avant Clermont-Ferrand 63 contre l'Olympique de Marseille à partir de 14 h. Il a relayé pour hier et derrière il a dit en dessous non c'est pour demain. Donc c'est pour aujourd'hui. Logiquement à 14 h il y a une conférence de presse selon InfoOM avec Amin Harit et Jean-Louis Gasset donc sur le compte OM officiel de Twitch 14 h. Donc n'hésitez pas à noter, on regardera en fin de vidéo sur Karim Attab et sur d'autres comptes vite fait, ça prendra 30 secondes pour voir s'il n'y a pas l'information. Parce qu'à l'heure où je vous fais la vidéo, il est 9 h 20. Ok? Allez on enchaîne. On enchaîne avec quoi les amis? Avec cette vidéo là, voilà je vous mets pas le son derrière, alors je regarde s'il n'y a pas le son pour pas les droits, on sait jamais s'il y a de la musique parce qu'il y a de la musique je le sais. Tchac! Alors regardez bien, c'est l'entraînement avec l'entraînement avant le match contre Clermont. Luis Enrique est ici et là. Oh, NJ, non, je crois qu'il avait un bras cassé. Donc voilà, une petite discussion en interne ici et là. Voilà, Correa, votre joueur préféré, Mumbagna, ici et là. Voilà les amis, l'entraînement qui fait rage. Derrière cela, on revient sur Gasset. En cas de victoire contre Clermont, Jean-Louis Gasset serait le seul coach de l'OM à démarrer son mandat d'entraîneur par 3 victoires successives au XXIe siècle. Seuls Gasset, Sampaoli, Deschamps et Jean Fernandez ont débuté avec 2 succès de rang. Déjà, il fait partie de 1, 2, 3, 4 coachs dans le XXIe siècle qui ont débuté par 2 succès de rang. Et si on gagne demain contre Clermont, ça sera le seul et l'unique avec 3 victoires consécutives. Allez, on enchaîne justement avec des stats. Non, avec d'abord la compo. Selon l'équipe, c'est la compo probable. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas la meilleure compo qu'on peut aligner actuellement? Donc, je vous lis un petit peu ce que j'ai mis en tweet. C'est le résumé de ce qu'a parlé l'équipe en plus court. Compo OM probable du Clermont contre l'OM. Le retour de Klose devrait pousser sur le banc Ismaïla Sarr. Vous le voyez, il est sur la droite, il est plus suspendu. Dans les deux de devant, donc dans les 2 attaquants, Sarr, Ndiaye ou Mumbagna sont en concurrence pour accompagner Aubameyang. Donc Aubameyang sera titulaire, c'est notre meilleur buteur. Mais à côté de lui, ça se bataille avec Sarr, Ndiaye et Mumbagna. Sarr sera peut-être dans les 2 de devant, on ne sait jamais. Ndiaye part favori parmi les 3, mais le profil plus physique de Faris ferait bien réfléchir Gasset. Donc ça pourrait se jouer entre Faris Mumbagna et Iliman Ndiaye. Alors pourquoi je parle de Faris et pas de Sarr? Parce qu'on est là à l'extérieur. Il faudrait peut-être avoir un joueur qui pèse sur la défense pour le côté voilà, fatiguer la défense adverse et pourquoi pas mettre un autre joueur plus mobile avec Iliman Ndiaye ou Ismaïla Sarr en fin de match. Moi, je pense qu'on devrait repartir avec la compo qu'on a vue là, voilà, qu'on voit comme ça. Peut-être Sarr même encore à la place de Klose, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais cela dit, Klose, on va le remettre quand même en piston. Voilà, donc moi, je pense que c'est la bonne compo qu'on doit mettre. Voilà, les amis, go. Allez, donnez-moi votre compo, les amis. Donnez-moi votre compo. Si on peut commencer par la compo aujourd'hui, on la remettra demain avec les dernières infos. S'il y a bien sûr un absent de dernière minute, on ne sait jamais. Allez, on enchaîne maintenant avec les stats. Allez, avec les stats d'avant-match de Clermont-Marseille. Comme ça, demain, je ne vous les refais pas. Ou alors, demain, je les refais. Allez, je les referai, mais les plus courts. Les plus courts, passez ces stats-là. Allez, Clermont-OM pour les stats du match à venir de demain. Les 13 stats de Stats OMP. Ils sont toujours bien, ces stats, lui. Allez, 3. En cas de victoire contre Clermont, Jean-Louis Gasset serait le seul coach de l'OM à démarrer son mandat d'entraîneur par 3 victoires successives au XXIe siècle. Seul Gasset, Sampaoli, Deschamps, Jean Fernandez ont démarré avec 2 succès de rang. Je viens d'en parler tout à l'heure. 100%, l'OM a remporté 2 matchs sur 2 contre Clermont en Ligue 1. Voilà, et 2 clean sheets consécutifs. Donc c'est 100%. 22, l'OM a marqué... L'OM marque 2 fois plus en première mi-temps, 22 buts, qu'en deuxième mi-temps, 11. Particulier. Tiens.
16. Comme le nombre de buts inscrits par l'OM au cours des 30 premières minutes en championnat cette saison, aucune équipe ne fait mieux. Donc dans la première demi-heure, on est l'équipe qui marque le plus en championnat. Donc c'est particulier, on partira en pleine trompe, donc il faudra marquer dans la première demi-heure. Big Five, seul Sheffield United, 5 points, fait pire que l'OM, 7 points à l'extérieur cette saison dans le Big Five. Et oui, là actuellement, l'Olympique de Marseille est dernier championnat. À l'extérieur, hein. On n'a que 7 points. C'est pas beaucoup les amis. Allez, j'enchaîne. 1. Clermont ne compte qu'une seule victoire sur 14 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 6 matchs nuls et 7 défaites. Donc là, on rencontre la dernière équipe de la Ligue 1. Ils ont gagné qu'une fois sur les 14 derniers matchs. Franchement, nous on va mieux, eux ils vont pas bien, il y a une crise en interne. Voilà, c'est tout bénef pour nous normalement, à moins qu'il y ait vraiment les planètes qui se désalignent. Parce que là, ça commence à bien s'aligner pour nous. J'espère qu'on va bien s'aligner jusqu'à la fin de saison. 17e, seul le FC Metz 6 points fait pire que Clermont, 7 points à domicile cette saison. Les Clermontois n'ont vaincu qu'un seul adversaire au stade Gabriel Montpied, Lorient, le 12 novembre 2023. Stade Rennais. Rennes est la seule équipe contre laquelle Clermont a perdu ses 2 matchs en aller-retour cette saison en championnat. Ok. 0,64 comme le nombre de points moyens par match engrangé par Clermont à domicile et par l'OM à l'extérieur dans l'élite. Ah ouais, on a fait le même nombre de points, effectivement. Moins 13, Clermont compte 13 points de moins que son classement de Ligue 1 de la saison dernière à la même journée. Et l'OM, moins 16. Par rapport à la saison dernière, on a moins 16 points. Par rapport avec la saison de Tudor, moins 16 points. Avec 16 points de plus, là, regardez où on est au classement. On va le voir après. Je vais vous le montrer même maintenant. Tiens, tout de suite. Regardez. Avec 16 points de plus, là, on est 33. 16, ça fait 49. On serait à 5 points de Paris. On serait à 5 points de Paris avec le même rythme que Tudor. Allez, on finit les stats et on reviendra sur le classement. 4. L'OM a ouvert la marque 4 fois cette saison, loin de ses bases, pour une seule victoire, 2 matchs nuls et une défaite. 4 sur 5. Le coach clermontois Pascal Gastien a perdu 4 de ses 5 confrontations contre l'OM dans sa carrière d'entraîneur et une seule victoire. Thomas Léonard n'a jamais perdu. L'OM n'a jamais perdu avec Thomas Léonard au sifflet en Ligue 1. Il reste sur 2 victoires et 3 matchs nuls. C'est l'arbitre que je vous ai montré la dernière fois. Allez, on fait un petit point sur le classement. On y va, let's go. Tchac. Allez, le classement. L'OM est 9e au classement. On le sait, 33 points. La place qu'on vise tous, bien sûr, c'est la 4e, voire la 3e place. Donc, on est à 7-8 points de nos places. Voilà, de notre objectif. Vraiment, le meilleur objectif qu'on peut avoir. Derrière cela, les places européennes. Donc, c'est la 5e place. La 6e place, pardon, excusez-moi. Oui, la 6e place. Oui, c'est la 6e place qui est européenne. Donc, nous sommes qu'à 3 points de la 6e place de Lens, donc l'Europa Conference League. La 5e place, c'est l'Europa League. Ils se sont trompés là dans le truc. L'Europa League pour la 5e place. Donc nous sommes à 5 points de l'Europa League. Et à, comme je vous l'ai dit, à 7 points du barragiste de tour préliminaire de Ligue des Champions. Cela dit, la 7e place est libérable pour une place en Europa Conference League si Paris, qui est en Ligue des Champions pour l'année prochaine, je pense, ou une autre équipe qui se qualifie en Ligue des Champions, gagne la Coupe de France. Vous avez compris ? Allez, voilà le point pour le classement. Maintenant, on va terminer sur la vidéo avec 2-3 trucs. Nicholson ou Nicholson je pense, de son prénom Chamar, donc l'attaquant jamaïcain du Clermont, se livre sur Gigot. Il se livre à la Ligue 1, ancien coéquipier au Spartak Moscou, ils ont joué ensemble. C'était sympa de le revoir lors du match aller, nous dit Chamar, pardon le prénom. Samuel est un très bon défenseur, sa qualité principale c'est son caractère. On est allé au resto ensemble, au golf ensemble, on a créé un lien fort tous les deux. Voilà, donc maintenant c'est plus des amis, mais ils vont se retrouver, ils vont se faire la bise. Voilà, c'était juste l'anecdote. Ils se connaissent, donc l'attaquant de Clermont, le Jamaïcain, et Samuel Gigot. Ils ont joué ensemble au Spartak Moscou. Si vous voulez en savoir plus, vous avez le truc sur Ligue 1. Voilà, je ne vais pas vous le lire en entier les amis, mais n'hésitez pas à aller sur la Ligue 1. Allez, la petite anecdote qui concerne notre cher Bielsa. Donc, Pep Guardiola qui nous parle de Bielsa. Marcelo Bielsa, donnez-lui mon Barcelone et vous verrez les titres qu'il aurait gagnés. Donnez-moi son Leeds, je serai encore en Championship. Je ne serai pas monté en Première Ligue. Il veut dire que Bielsa, pour lui, c'est son idole et qu'il fait, il est meilleur que lui en tant que coach. Meilleur tacticien, surtout. Voilà les amis, on va terminer avec la Ligue 1 qui nous parle de quoi? Le record d'affluence qui a été battu lors de la 23e journée de cette saison dernière, Voilà, donc avec 31,6
pourquoi je dis virgule, 31 650 spectateurs par match, un record historique. Et bien sûr, c'est qui bat ces records? Comme d'habitude, c'est l'Olympique de Marseille avec 61 263 supporters pour l'affluence au Vélodrome. Voilà les amis. Autre chose, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça c'est Will Steele qui est passé du côté de la Ligue 1. C'est un nouveau concept qui a été fait, un nouveau documentaire du côté de la chaîne YouTube de la Ligue 1. Voilà, ça concerne les coachs. Est-ce que Gasset aura aussi lui la même chose? Je ne sais pas. Au cœur d'un nouveau documentaire exclusif, la LFP Média a décidé de suivre au plus près Will Steele, l'entraîneur du stade de Reims, afin de ressentir comme jamais la pression d'un coach de Ligue 1 Uber Eats grâce au suivi de sa fréquence cardiaque. Voilà, la LFP Média, je vous lis le truc, a fait porter à Will Steele une ceinture abdominale connectée à une montre permettant de suivre l'évolution de son rythme cardiaque selon les différentes situations traversées dans le match. Voilà, donc par exemple, il y a eu un penalty pendant la rencontre et on a vu le rythme cardiaque monter à 120 et quelques. Voilà, sinon tout le reste c'était à 90. C'est particulier, c'est sympa, c'était sympa à voir. Voilà, je vous le conseille, c'est sur la chaîne Ligue 1 YouTube. Voilà, vous avez la vidéo là, mais je ne vais pas vous passer, sinon il y a des droits d'auteur. Allez, on termine par quoi les amis? Par ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. D'ailleurs, je fais un petit rafraîchissement là, merci pour le petit like. Maintenant, on revient sur ça. On va voir si Karim Attab nous a relayé la chose. Est-ce qu'il a l'information pour la conférence de presse qui est tombée? Non, voilà, pas de conférence de presse les amis. Voilà, je tenais maintenant à vous souhaiter une belle journée. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas comme d'habitude, l'abonnement, la petite cloche. Voilà, c'est gratuit, c'est gratuit. Si tu aimes ce contenu, tu vas en dessous, avec ton petit doigt, tu fais clic, ou alors avec autre chose, une autre partie de ton corps. Tiens, n'hésitez pas, pour ceux qui viennent s'abonner maintenant, avec quelle partie du corps tu viens de t'abonner? Est-ce que c'est avec l'oreille, le nez, le petit doigt ou le zboob? Le zboob, c'est en trop. Vive le foot chez Savage Foot, je vous souhaite de passer une excellente journée. Les amis, merci. Et surtout, allez l'OM pour demain. Demain, on va faire l'avant-match ensemble. Allez, ciao, ciao, ciao les amis. Allez l'OM!